Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. Peuple d'Afrique, posez-vous une question simple. Quand celui qui a fermé la porte au nez du Sahel revient aujourd'hui avec un sourire, des beaux discours et des promesses, est-ce un revirement sincère? Ou est-ce simplement une nouvelle danse du ventre diplomatique pour ne pas rater le partage du gâteau? Aujourd'hui, on parle des États-Unis. Les États-Unis qui veulent réinitialiser leurs relations avec l'AES. On va regarder ça comme d'habitude, froidement, calmement et sans naïveté. Peuple d'Afrique, peuple du Sahel, diaspora d'Afrique et du Sahel, bienvenue dans cette émission de Base Décrypte. L'actualité africaine décryptée avec base, sans filtre, avec vous et pour vous. Ces derniers jours, on a vu une séquence pour le moins assez étonnante de la part des États-Unis, avec la visite à Bamako de Nick Checker, le représentant américain pour les affaires africaines et particulièrement celles du Sahel, auprès du ministère des Affaires étrangères américain. Ancien membre de la CIA aussi, bien sûr. Cette partie-là a un peu étonné pas mal de gens, ou plutôt a un peu choqué pas mal de gens en se disant que oui, c'est un ancien membre de la CIA, il est dangereux, il ne faut pas lui faire confiance, tout ceci, cela. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de diplomates, beaucoup de diplomates, si ce n'est, on peut pas donner de chiffres, mais il faut compter au-delà de 60% des diplomates américains sont des anciens de la CIA. Donc ça, c'est pas un argument qui est valide. Donc, on a eu cette visite, et depuis cette visite, et même un ou deux jours avant cette visite, on a commencé à avoir des communiqués très chaleureux du Bureau des Affaires africaines à Washington, dans lesquels ils parlent de respect de la souveraineté du Mali, de nouvelles voies bilatérales et de corriger les fautes de l'ancienne administration Biden. Et surtout, on a un discours dans lequel on nous dit « Nous voulons lutter à vos côtés contre l'insécurité, relancer l'économie et tourner la page ». Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est une sirène d'alarme à laquelle il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier certaines choses. D'où viennent nos crises? Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. D'où ça vient? Qui a soutenu quoi dans le Sahel? Et qui a sanctionné qui et à quel moment? Ça, c'est des choses qu'il ne faut surtout pas oublier dans la lutte qu'on mène. Et on a un vieux proverbe africain, ou une vieille expression africaine qui dit « Quand le chasseur qui a brûlé ta maison revient avec un seau d'eau pour l'éteindre, ne te précipite pas pour l'appeler ton héros. » Aujourd'hui, on va donc structurer notre analyse de cette séquence sur 4 points, un peu comme d'habitude. Le revirement américain, ce qu'ils disent et ce qu'ils montrent, le passé récent, la Libye, le Sahel, les différentes bases de drones des Américains et la responsabilité partagée. On va voir aussi les intérêts réels des Américains au Sahel. On va parler de ressources, de positions stratégiques, de concurrence avec la Russie et la Chine. Que doit faire le Mali aussi en 4e position? On va voir que doit faire le Mali et l'AES. Il faut éviter toute naïveté, tout bavardage et avoir une stratégie extrêmement claire dans cette situation. Quand un pays qui t'a sanctionné, empêché d'acheter des armes, fermer les portes des institutions, débarque soudain à Bamako pour dire « on veut corriger nos erreurs, on respecte votre souveraineté », tu te dis quoi? J'ai envie de dire, c'est pas parce que le loup vient en costume qu'il est forcément devenu végétarien pour autant. Donc commençons par les faits récents. Ces dernières semaines, le Bureau des Affaires africaines à Washington a enchaîné les messages sur le Mali. Le Mali est un pays époustouflant, privilégié de voir sa beauté, sa culture, son peuple. Conversation franche et constructive pour réinitialiser la relation, respecter la souveraineté du Mali et tracer une nouvelle voie. Hâte de poursuivre ce dialogue et de consulter aussi le Burkina Faso et le Niger. C'est les USA qui parlent comme ça aussi. C'est les USA, par la voix de Nick Checker et par la voix du Bureau des Affaires africaines à Washington, qui parlent ainsi. Et puis, il y a eu cette séquence avec Nick Checker qui vient à Bamako, rencontre le ministre Diop et déclare devant les caméras, asseyez-vous bien, je suis venu. Il dit qu'il est venu au Mali pour respecter la souveraineté du Mali. Je pense que pour respecter la souveraineté du Mali, il n'y a pas besoin d'un déplacement aussi long. Mais, continuons. Parler lutte contre l'insécurité. Ça, peut-être, il y a besoin de déplacement. Parler de développement économique et corriger les fautes de l'ancienne administration Biden. Ici, c'est intéressant. Sur la forme, on a quoi? Un ton humble. Presque un mea culpa. On a pris un mauvais départ. On veut repartir sur de bonnes bases. Des mots-clés qui sont soigneusement choisis. Il s'agit des mots de souveraineté, de respect, de partenariat, de dialogue et d'intérêt commun. Pourquoi ces mots? Tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'au Mali, comme dans l'AES, pour parler, pour pouvoir avoir une place de discussion, c'est les mots-clés que tu dois emprunter. Souveraineté, respect, partenariat, dialogue et intérêt commun, gagnant-gagnant, win-win. Tant que tu n'as pas prononcé ces mots, il est quasi impossible de t'entendre avec les dirigeants actuels. Et surtout,
il est quasiment impossible de faire entendre ta voix par le peuple, qui aujourd'hui est la boussole, en fait, des décisions prises dans l'AES. Ça, du coup, c'est la carotte. Et en diplomatie, c'est toujours le cas. On utilise la carotte et le bâton, la stratégie de la carotte et le bâton. Ici, on a la carotte. Mais nous, ici, dans Base Décrypte, on ne fait pas que lire les communiqués au hasard. On lit aussi entre les lignes, parce qu'il y a un contexte à tout ça. Pendant que les États-Unis nous parlent de respect, ils savent que le Sahel a bougé, et que les choses continuent de bouger. Le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté déjà la CEDEAO, ça fait plus d'1 an, voire 2. Ils ont créé l'AES, une confédération souverainiste avec une direction souverainiste claire et sans ambiguïté. Ils ont renforcé leurs liens avec la Russie, la Chine et notamment aussi la Turquie. Les sanctions, les pressions, les campagnes médiatiques et la propagande n'ont pas fait plier ce bloc. Sur le terrain, les armées du Sahel montent en puissance, libèrent des zones que beaucoup estimaient déjà perdues. Et tout à coup, le même acteur qui hier mettait des bâtons dans les roues de l'AES vient dire on veut travailler avec vous, même avec vos nouveaux partenaires, on respecte vos choix. Ce qui est quelque chose d'inédit, parce que d'habitude, ils n'acceptent pas ça. Est-ce un revirement sincère? Est-ce un réajustement stratégique? Ou est-ce un piège bien empaqueté dans un bel emballage pour le refermer sur les dirigeants de l'AES? On va replacer ça dans le temps long, parce que la mémoire est une arme. On ne peut pas parler de l'insécurité au Sahel sans prononcer un nom, le nom d'un pays. Et ce pays, c'est la Libye, qui est, on va dire, le point de départ clé de toute la crise aujourd'hui au Sahel. Et on ne peut pas parler de la Libye sans parler de l'OTAN et de la chute de Kadhafi, le guide, le colonel Muammar Kadhafi. Alors quand les mêmes viennent te dire, on veut vous aider à éteindre l'incendie, tu es obligé de te demander, mais qui a joué avec les allumettes? Qui a joué avec le feu en Libye? Pour comprendre les intentions d'aujourd'hui, il faut se rappeler ce qui s'est passé hier, c'est extrêmement important. En 2011, l'OTAN intervient en Libye, le guide Muammar Kadhafi est renversé, assassiné dans des conditions que l'histoire seule jugera. Que l'histoire seule jugera. Assassiné de façon lâche. Et d'ailleurs, ici, on a une pensée, on rend hommage au fils du guide Muammar Kadhafi, lui aussi assassiné lâchement et froidement par un commando de 4 personnes, Saif al-Islam, qui a été assassiné cette semaine. À l'époque, on nous vendait ça comme une opération pour protéger les civils. On a vu ce que ça a donné en Libye. On peut faire la comparaison de savoir si avant 2011 et après 2011 jusqu'à aujourd'hui, si les civils sont protégés. Apporter la démocratie. Y a-t-il la démocratie aujourd'hui en Libye? Et stabiliser la région. Est-ce que la région a été stabilisée? Ils n'ont pas dit stabiliser la Libye, hein. Ils ont dit stabiliser la région. Est-ce que la région a été stabilisée aujourd'hui? Le résultat concret de cette affaire, de cette opération pour le Sahel, c'est un effondrement de l'État libyen. C'est des armes lourdes, des munitions et des combattants qui circulent sans contrôle dans toute la région jusqu'au Sahel. Des groupes armés qui trouvent des sanctuaires, des financements et des routes pour atteindre le Sahel. Et ça, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. L'agression contre la Libye a ouvert la boîte de Pandore pour toute la bande sahélo-sahélienne. C'est aussi simple que ça. Et qui était au cœur de ce dispositif, de cette opération? C'est les puissances occidentales, en premier lieu, les États-Unis. Ensuite, on nous a parlé de bases de drones pour surveiller le terrorisme. Au Niger, une base américaine ultra moderne a été construite à l'époque, capable de lancer des drones sur des milliers de kilomètres. Question simple aujourd'hui. Pendant toutes ces années où ces drones volaient dans notre ciel, est-ce que l'insécurité a reculé ou est-ce qu'elle a progressé dans le Sahel? Je vous laisse répondre à cette question. Les peuples du Sahel, eux, ont vu certaines choses se produire depuis l'agression lâche et barbare de la Libye. Leur territoire s'est embrasé. Des villages ont été attaqués. Des régions entières sont devenues dangereuses. Et des forces étrangères présentes sans que cela ramène la paix dans le Sahel. Et en plus de ça, il y a beaucoup qui appellent la zone grise des financements douteux à certains groupes armés, par exemple. Des jeux d'équilibre un peu cyniques, même extrêmement cyniques, où on laisse la menace exister pour justifier notre présence sur le terrain. C'est ce que le Sahel a vécu depuis les années 2011, hein, donc depuis aujourd'hui une décennie et demie. Ça fait presque 15 ans que le Sahel se trouve là-dedans. Je ne dis pas ça pour excuser nos propres erreurs et nos propres fautes. Hein. Il faut savoir que on est aussi responsable à un certain niveau de certaines choses qui se sont passées dans le Sahel, notamment via la corruption, les trahisons internes, la trahison des élites locales qui peuvent parfois être complices avec ces groupes armés, la trahison de nos élites politiques et certaines militaires qui ont permis que ce genre de choses se passent. Mais personne ne peut nier que les grandes puissances ont joué un rôle direct dans le chaos régional que connaît le Sahel aujourd'hui. Donc quand aujourd'hui on entend « Nous voulons vous aider à vous débarrasser de l'insécurité »,
La question légitime, c'est, vous ne pouviez pas déjà aider il y a 10 ou 15 ans, quand vous aviez des bases, des avions, des satellites, et parfois même la main sur certains groupes armés, alors comment vous allez nous aider aujourd'hui? On aimerait savoir. Et on a une expression malienne qui nous dit, celui qui te pousse dans le puits, et ensuite te tend la main pour te remonter, attrape sa main, mais n'oublie jamais à quoi ressemblent ses doigts. On ne dit pas ici que le dialogue est mauvais, loin de là. On dit simplement que la mémoire doit guider les négociations. Ensuite, on va voir le vrai jeu que souhaitent jouer les États-Unis, qui se tient en deux mots, rivalité et danse du ventre. Si tu veux comprendre pourquoi une grande puissance s'intéresse soudain au Sahel, ne regarde pas seulement les discours, jette un œil aux ressources minières, notamment regarde l'uranium, regarde les métaux rares et regarde les corridors énergétiques. Et regarde qui est déjà assis à la table, qui est déjà présent à cette table. Et à cette table, on a la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres pays. Là, tu comprends pourquoi Washington tente de se réveiller maintenant. Pourquoi ce revirement maintenant? Pourquoi cette tournée de charme au moment précis où l'AES affirme, où l'AES s'affirme en toute autonomie, que le Niger reprend le contrôle de son uranium et où le Mali monte en puissance militaire et où le Burkina parle fort et clair dans la région et réalise des progrès exceptionnels, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme ou que ce soit dans l'industrialisation du pays et la gestion économique des intérêts du Burkina, du Mali et du Niger. La réponse à toutes ces questions, elle tient en un seul mot. Intérêt. C'est tout. Les intérêts. Le Sahel, ce qu'il faut savoir, c'est pas que du sable. Contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est pas que du sable. C'est de l'uranium, c'est du lithium, c'est de l'or, c'est des terres rares en abondance. C'est des corridors stratégiques aussi, il ne faut pas oublier. C'est extrêmement important. C'est des corridors stratégiques entre la Méditerranée, l'Atlantique et le Golfe de Guinée. Et les États-Unis voient bien que la Russie, aujourd'hui, fournit massivement de l'équipement. Et fournit aussi une assistance dans tous les domaines. Est aujourd'hui un partenaire stratégique. La Chine, elle aussi, investit massivement dans les pays du Sahel. Et la Turquie fournit des drones. La Chine fournit aussi des blindés, la Turquie aussi fournit des blindés. Et d'autres puissances arrivent aussi en second lieu, en second rideau si vous voulez. Et pendant ce temps, pendant que Washington et une grande partie de l'Union européenne jouaient aux sanctions, d'autres pays ont posé des actes concrets. On se rappelle en 2021, lorsqu'il fallait renouveler les sanctions contre le Mali pour l'empêcher d'acquérir du matériel militaire, c'est la Russie et la Chine qui ont posé leur veto et qui a rendu possible le fait d'acquérir de l'équipement militaire pour le Mali. Et le soir même, juste après ce vote, un Antonov de type cargo atterrissait à Bamako avec de l'équipement militaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un partenaire. Au-delà de ça, la Chine, elle, a livré énormément de blindés, notamment les VP-11 et VP-14. La Turquie, elle, a livré beaucoup de drones. Il faut savoir aussi que la Chine aussi a livré des drones. Mais la Turquie a livré les TP2, les drones Bayraktar TP2 très connus dans la région et qui ont fait leurs preuves dans la région. Et aussi les drones Akensi, qui ont aussi fait leurs preuves dans la région. Et tous ces pays aussi, surtout, notamment la Russie, en premier plan, ont apporté leur soutien diplomatique pour bloquer de nouvelles pressions. On peut prendre un exemple, par exemple. Lorsque le camarade, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, expliquait à la population que un ministre ivoirien, le ministre de la Défense ivoirien, M. Téné Ibrahima Ouattara, s'est rendu en Turquie pour aller demander à Erdogan d'arrêter de vendre des drones au pays de l'AES. Comment il sait ça, le camarade Ibrahim Traoré? Très probablement que c'est Erdogan qui lui a dit. Donc ça, c'est un soutien diplomatique. Et surtout, c'est la preuve aussi que le matériel que la Turquie a fourni est un matériel de qualité. Parce que si tes adversaires vont voir la personne qui te vend du matériel pour leur dire de ne plus te vendre ce matériel, c'est que ce matériel leur fait du tort. Et du coup, c'est là qu'intervient une expression malienne, on va dire, et qui dit « Inemromie Djaladji Mignon fait ». Qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie jamais celui avec qui tu as bu ce qu'on appelle le Djaladji. Djaladji, en fait, Djala, c'est un arbre, c'est un arbre, une plante, si vous voulez, c'est un arbre. Et en fait, quand on fait bouillir les feuilles de cet arbre-là, ou les feuilles, c'est extrêmement amer. C'est extrêmement amer. Et en fait, ce côté amer, en fait, ici, dans cette expression, elle est représentée comme les moments difficiles. Comme les moments difficiles de la vie.
Du coup, il est dit de ne pas oublier la personne avec qui tu as bu cette boisson extrêmement amère, du coup dans les moments difficiles, quand vient le jour de boire du miel. Donc n'oublie pas cette personne-là quand vient le jour de boire du miel. Boire du miel qui représente les beaux jours, si vous voulez. Et le Yaladi du Mali à cette époque, de l'AES à cette époque, c'était quoi? C'était les sanctions imposées par les Occidentaux. C'était le blocage de l'avion Casa C-295, qui est un avion de transport de troupes qui avait été acheté par le Mali et bloqué pendant des mois par les États-Unis, qui avaient retiré le transpondeur pour pas qu'il puisse être vendu. C'est les menaces aussi, que ce qu'elles sont diplomatiques ou d'autres ordres. Et c'est aussi les campagnes médiatiques et les campagnes de propagande pour isoler l'AES. Et le miel dans tout ça, c'est quoi? C'est la montée aujourd'hui, la montée en puissance militaire des pays de l'AES. Notamment, on a vu le Mali gagner plusieurs places dans le classement Global Fire, même si c'est pas très important pour moi ce classement, et qui passe le Mali comme première puissance militaire de la zone UEMOA et deuxième puissance militaire en Afrique de l'Ouest, juste derrière le Nigeria. C'est la libération de certaines zones dans la région. Et c'est la création d'une banque confédérale et le lancement de plusieurs projets structurants. Ceux qui ont bu la mer avec l'AES, ce sont les partenaires qui ont aidé quand c'était risqué. Pas seulement quand ça devenait rentable ou à la mode, comme aujourd'hui certains veulent venir. Il ne s'agit pas non plus ici d'idéaliser qui que ce soit. Les Russes, les Chinois, les Turcs ne sont pas les messies de l'Afrique, ne sont pas les sauveurs de l'Afrique. Chaque puissance a ses intérêts. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, tout pays que vous voulez, le Brésil, la Corée du Nord, tout ce que vous voulez, ont eux aussi leur agenda personnel, dans lequel se trouvent leurs intérêts. Et aujourd'hui, leurs intérêts convergent avec ceux du Sahel. C'est aussi simple que ça. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Certains ont voulu bloquer, d'autres ont décidé d'accompagner. On ne peut pas traiter ces deux cas de la même manière. Aujourd'hui, les États-Unis sentent que le monde devient de plus en plus multipolaire. Et ils sentent qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie sur le monde qu'ils avaient obtenu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout qu'ils avaient obtenu depuis les années 91 et la chute du mur de Berlin. Leur influence recule dans plusieurs régions, et ça se voit. S'ils tournent complètement le dos au Sahel, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont risquer de laisser le terrain, ils vont risquer de laisser 100% du terrain à leurs rivaux, qui sont la Russie et la Chine. Alors ils se disent, mieux vaut être dans le jeu à 20%, qu'en dehors du jeu et à 0%. Mieux vaut négocier une place à table que regarder le banquet de loin. C'est ça, la danse du ventre. La danse du ventre diplomatique qu'en train de mener les États-Unis. Et nous, notre rôle ici, en tant que pays de l'AES, c'est de ne pas se laisser hypnotiser par cette danse. Si tu refuses brutalement à une grande puissance, elle peut devenir ton problème. Si tu l'acceptes sans condition, tu peux devenir son client. La vraie question, c'est pas oui ou non aux États-Unis. La vraie question, c'est sur quelles règles, avec quel garde-fou et au profit de qui. C'est ça la vraie question et la seule question qu'on devrait se poser. Au profit de qui? Maintenant, une autre question centrale, c'est que doivent faire le Mali et les pays de l'AES dans ce cas précis, dans ce cas de séduction de la part des États-Unis. On n'est pas ici au gouvernement, dans Base Décrypte, on n'est pas au gouvernement. On n'a pas non plus de contact direct avec les membres du gouvernement, on n'a pas d'influence sur eux. Mais en tant qu'analyste, on peut proposer une grille de lecture qui peut être analysée, entendue, par des personnes qui, eux, ont pouvoir de décision. En tant qu'analyste, notre rôle, il peut se limiter qu'à ça. Et on va rester surtout dans le cadre de ce que nos autorités semblent déjà comprendre et semblent déjà avoir compris et déjà mis en œuvre. Il faut savoir qu'on est dans un jeu qui est assez fin. Un refus total et brutal pourrait être utilisé pour justifier des mesures de nuisance de la part des États-Unis qui ont une capacité de nuisance qui est quand même assez élevée, ou des mesures de coercition, qui peuvent être des pressions diplomatiques, des pressions économiques, et ainsi de suite. Une acceptation naïve, par contre, sans garde-fou, serait vécue comme une trahison. Elle serait vécue comme une trahison par les peuples de l'AES, pour commencer, mais aussi elle pourrait être vécue comme une trahison par les partenaires qui ont soutenu l'AES pendant la tempête. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention. Donc il nous faut une troisième voie pour sortir de ce faux dilemme. Il nous faut une troisième voie. Un oui, mais extrêmement encadré. Ce oui, mais, on pourrait le résumer en quelques principes assez simples. Il faut déjà, de la part des États-Unis, des gestes préalables indispensables. Avant même d'ouvrir des négociations sérieuses, les États-Unis doivent poser des actes symboliques préalables à l'ouverture de toute discussion. Je m'explique. Par exemple, il faudrait leur demander le retrait des sanctions et mesures punitives prises contre les États de l'AES, contre les dirigeants de l'AES et contre les armées qui se battent contre les menaces et contre le terrorisme dans le Sahel. Première chose, avant même de pouvoir discuter avec les États-Unis, il faut leur demander de retirer, il faut exiger que soient retirées les sanctions et les mesures punitives contre les États de l'AES, contre les dirigeants
et autorités de l'AES. On pense notamment, les États-Unis ont mis des sanctions contre le général Sadio Kamara et le général Malik Diaw, je crois aussi, et bien d'autres. Et contre les armées. On a tout un tas de rapports mensongers qui viennent dire que l'armée massacrerait les civils. Il faut retirer toutes ces sanctions une à une. Deuxième exigence avant la mise en place de toute négociation, c'est lever le blocage au niveau international. Autoriser la tenue de la réunion demandée depuis 2022 au Conseil de sécurité pour exposer les preuves de l'implication de certaines puissances dans la déstabilisation du Sahel. On sait d'où viennent les blocages. Il faut que les États-Unis s'engagent, ou du moins lèvent les blocages, puis ensuite on pourra discuter. Tant que ces points ne sont pas réglés, tout discours sur la confiance en fait resterait simple rhétorique. Autre chose à exiger, c'est pas de retour des grosses boîtes sur le terrain. Ça, c'est terminé. Aucune armée sur notre terrain. Sur le plan sécuritaire, la ligne doit être claire. Pas de troupes étrangères au sol. Vous n'allez pas intervenir sur notre sol. Pas d'avions ou de drones étrangers qui opéreraient librement dans notre ciel non plus. Ça, il faut oublier. Au mieux, en termes sécuritaires, ce qui pourrait être négocié, c'est un échange de renseignements, des coopérations techniques ciblées ou un appui en termes de formation, si les États de l'AES le souhaitent. La priorité avec les États-Unis, elle doit être principalement économique. De l'investissement industriel, de la valorisation locale des ressources, des infrastructures structurantes ou du transfert de technologies. La coopération doit se faire de façon économique. Il s'agit de donner une partie et de garder le reste. Et surtout, pas de retour aux anciennes méthodes, où la sécurité servait de prétexte à une présence permanente de ces gens-là. Ensuite, autre élément important à mettre en œuvre, c'est que l'AES doit négocier en bloc et pas en ordre dispersé. Et ça, c'est un point aussi qui est essentiel. Les discussions ne doivent pas être bilatérales et isolées. Ça, c'est la méthode diviser pour régner. Le cadre naturel, c'est la confédération AES, Mali, Burkina, Niger. C'est d'ailleurs particulièrement intéressant de noter que récemment, depuis cette visite, l'ambassade américaine a réagi publiquement à l'attaque contre l'aéroport au Niger, ce qui montre que Washington commence à considérer l'AES comme un ensemble, comme un seul ensemble. Parce que ce communiqué, il a été fait après la visite des USA, du représentant des États-Unis, à M. Diop. Ce qu'il faut savoir, c'est que très probablement, il lui a été dit que ces trois pays-là doivent être considérés comme dans les négociations comme un seul bloc. Et que c'est bien de respecter le Mali, mais il faut respecter aussi ces deux pays autour. Sinon, il n'y aura pas de place pour négociation. Et je pense que c'est pour ça, ça c'est mon propre analyse, et je pense que c'est pour ça que les États-Unis ont sorti ce communiqué. Parce que c'est la première fois que les États-Unis communiquent pour condamner une attaque qui a eu lieu dans la région. Moi, j'ai jamais vu. Mais il faut aller plus loin. On ne va pas négocier un à un. On parle pour trois, en coordination, avec un agenda commun, des lignes rouges communes et des contreparties communes. Autre chose aussi, sur lequel il faut être clair avec eux, c'est qu'on ne renégociera pas nos alliances dans le dos des partenaires. La relation avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et d'autres ne regarde pas Washington. Ça ne regarde que les pays du Sahel et leurs partenaires. Les États de l'AES n'ont pas à demander l'autorisation de qui que ce soit pour choisir leurs partenaires. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, et ça il va falloir leur indiquer, de dire qu'on peut, si on le souhaite et si on le juge nécessaire, d'informer nos partenaires stratégiques qu'un dialogue est en train de s'ouvrir avec les USA, afin d'éviter tout malentendu et toute ambiguïté avec eux. Mais en aucun cas, il faudrait tomber dans le piège de se dire on vous aide, mais il faut vous éloigner de X ou d'Y. Ça, je pense que ça doit être un non catégorique. Mais je pense que les autorités qui nous gouvernent aujourd'hui sont déjà conscientes de tout ça. Ici, on ne fait que proposer des choses. Aussi, ce qu'il faut, c'est garder une posture psychologique juste. Et ça, c'est extrêmement important. Quand je dis un point psychologique, important, c'est quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas les pays de l'AES qui ont couru derrière Washington. Ce sont les USA qui viennent aujourd'hui faire le premier pas. Donc là où c'est extrêmement important, c'est qu'on doit rester dans cette posture du début des négociations jusqu'à la fin. Ne pas demander la levée des restrictions sur les visas. C'est eux qui ont mis des restrictions sur les visas. On n'est pas là pour aller demander des visas. Ne pas supplier ou ne pas demander de programme d'aide, même si je sais que tout ça, les autorités le savent très bien. Et tout ça, ils ont déjà dit qu'ils ne le feront pas dans le passé. Ils l'ont déjà dit que les aides internationales, ça ne les intéressait pas. Ne pas demander non plus des labels ou de quoi que ce soit, de travailler avec les ONG et quoi que ce soit. On n'a pas besoin de ça. On veut des négociations directes et franches sur des choses qui sont concrètes.
Concernant les restrictions sur les visas, si ce sujet des visas doit être évoqué, il faut que ce soit eux, les USA, qui l'ouvrent, et non les pays de l'AES. Pourquoi ça? Psychologiquement, ça permet de démontrer dès le départ qui a besoin de qui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit que quand le lion vieillit, les hyènes rient. Mais il reste le lion quand même. Le monde des grandes puissances aujourd'hui change. Certaines reculent, d'autres montent. De nouveaux blocs se créent. Et l'AES, dans ce contexte, doit rester un lion. Calme, confiant, ferme sur ses intérêts, mais ouvert au dialogue et fermement ancré dans la souveraineté. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire concernant cette séquence qui a eu lieu cette semaine avec les États-Unis. Peuple du Mali, peuple de l'AES, peuple de l'Afrique dans sa globalité. Le retour des États-Unis à la table du Sahel peut être une opportunité. Mais c'est aussi un test pour nos pays. Un test de notre mémoire. Un test de notre cohérence. Et un test aussi de notre loyauté envers ceux qui nous ont soutenus. Et surtout, un test sur notre capacité à dire oui sans se vendre et non sans se suicider. On n'est pas là pour faire harakiri. Et c'est un test aussi pour tester notre ligne directrice. Et cette ligne, elle doit être simple. Souveraineté réelle, partenariat gagnant-gagnant, zéro tutelle et zéro chantage. Tant qu'on reste sur cette ligne, si ce cadre est respecté, alors pourquoi ne pas discuter? Si ce cadre n'est pas respecté, alors les peuples du Sahel le verront. Et l'histoire tranchera. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES et que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, libre et digne. A très bientôt pour un nouvel épisode de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base, sans filtre, avec et pour vous. Prenez soin de vous, partagez cette émission et surtout gardez l'œil ouvert parce que dans ce monde, la naïveté se paye cash. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Base Décrypte puissant, précis et sans compromis comme d'habitude. Assalamu alaikum.